Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 159, ce troisième épisode de rentrée explicatif des problématiques de notre environnement. Alors nous avons déjà évoqué dans les émissions 157 et 158 les problèmes d'égalité hommes-femmes pour les séparations conflictuelles, le parti pris des tribunaux, le désastre des services sociaux. Nous parlerons aujourd'hui de l'école, des scandales qui touchent à la petite enfance, des difficultés que nous avons à gérer cet environnement, des sommes faramineuses qui sont demandées aux personnes qui y sont confrontées. Il y a du contenu, on y va tout de suite, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors, votre enfant a rencontré des problèmes ou s'est fait agresser au sein de l'éducation nationale. Vous écrivez au rectorat, vous cherchez justice, vous voulez vous plaindre, vous voulez que les choses aillent mieux. À votre avis, que répond l'éducation nationale? Est-ce qu'on vous entoure et est-ce qu'on règle les problèmes? Réponse. Oui, pour bien comprendre la chronologie des faits, se rappeler que les faits de harcèlement avaient commencé en décembre 2022, que cet élève et les parents avaient alerté l'établissement, au point d'ailleurs d'obtenir un entretien avec la direction de l'établissement le 10 mars dernier, et voyant qu'il ne se passait rien, ou en tout cas pas grand-chose aux yeux des parents, eh bien les parents ont pris leur plume et ont écrit une lettre que nous nous sommes procurés à la direction de l'établissement, avec des phrases qui, maintenant que l'on connaît l'issue tragique de cette affaire, résonnent absolument de façon terrible. Depuis notre entretien avec vous, écrivent les parents, nous ignorons toujours si une action quelconque a été menée. Nous avons décidé d'agir devant votre immobilisme, celui de votre administration et celui de vos professeurs. Et ils ajoutent, il est incompréhensible que vous puissiez laisser un adolescent subir une telle violence verbale et psychologique dans votre établissement sans réagir. Et il termine ainsi, aussi allons-nous déposer plainte et vous considérer comme responsable si une catastrophe devait arriver à notre fils. Et quand on connaît l'issue de cette histoire, ces mots résonnent encore une fois de façon terrible. Cette lettre, elle date du 18 avril. Entre-temps, les parents ont déposé une main courante. Et puis, il ne se passe rien jusqu'à cette réponse que nous nous sommes procurés du rectorat, réponse qui est datée du 4 mai et qui est absolument terrible. Terrible d'abord parce que le rectorat, en réalité, la direction des ressources humaines du rectorat parle de harcèlement supposé. Les faits sont constitués, les parents ont alerté, le rectorat persiste à parler de harcèlement supposé. Et voilà ce qui est écrit dans cette lettre du rectorat. Vous, les parents, vous avez remis en cause les fonctions et menacé de dépôt de plainte le personnel de direction. Les propos que vous avez tenus sont inacceptables. Il parle aux parents, je les réprouve. Vous avez reproché au personnel sa passivité face à un harcèlement subi par votre enfant élève dans l'établissement. Dans l'intérêt de votre enfant, je vous enjoins d'adopter désormais une attitude constructive et respectueuse envers les membres de la communauté éducative. Cette réponse apparaît non seulement scandaleuse, mais totalement hors sol. Comme si, au fond, les faits reprochés à l'établissement, les faits décrits par les parents et par l'enfant, des faits documentés, n'avaient absolument aucune valeur. Et tout à coup, quand on lit ces deux courriers, on comprend mieux, pourquoi Gabriel Attal, début septembre, ministre de l'Éducation, a lancé une enquête administrative sur ces faits parallèlement à l'enquête judiciaire, mais surtout, les propos du ministre de l'Éducation prennent tout leur sens. Souvenez-vous de ce qu'il a dit au moment des faits. Nous ne sommes pas à la hauteur. Eh bien, ces deux documents prouvent qu'effectivement, l'institution éducation nationale n'est pas à la hauteur des faits qui se sont déroulés et de cette fin tragique.
Alors ça, ce n'est pas une nouveauté. Le nombre de dossiers, de témoignages qui nous remontent de personnes dont les enfants se sont fait agresser dans les écoles primaires et où l'école en fait reproche aux parents de se plaindre est assez impressionnant. Il y a visiblement aujourd'hui dans notre pays l'apparition d'une nouvelle soi-disant féodalité de personnes qui se considèrent intouchables et qui ne veulent surtout pas être critiquées et qui reprochent aux autres non pas le fond mais la forme des choses. Toute critique, tout reproche est assimilé à quelque chose qui se rapproche de lèse-majesté. Il ne faut pas dire que son enfant s'est fait agresser dans l'école parce que cela remet en cause les gens qui s'occupent de l'école. Il ne faut pas dire que son enfant subit du harcèlement scolaire parce que cela remet en cause le rôle de l'inspecteur. Il ne faut pas dire que sa petite fille s'est fait tripoter dans les toilettes d'une école primaire parce que cela remet en cause le rôle de la directrice de l'établissement ainsi que celui du rectorat. Voilà, etc., etc., etc. C'est navrant, mais malheureusement, un pourcentage de ces gens-là réagit ainsi. L'autre titre principal de l'actualité ce dimanche, c'est le harcèlement scolaire et le scandale de la lettre du rectorat. On parle ici du cas de Nicolas, cet adolescent de 15 ans qui s'est suicidé à Poissy début septembre. Les faits de harcèlement avaient été signalés par ses parents au printemps. Ils avaient remué ciel et terre pour que la situation de leur enfant s'arrange. Et une lettre du rectorat envoyée à l'époque vient d'être rendue publique. Oui, on y lit que l'académie reproche aux parents leurs propos et menace même de porter plainte contre eux s'ils continuent à accuser l'institution. Le courrier évoque un harcèlement supposé sur ce jeune adolescent et que les parents ne seraient pas respectueux vis-à-vis de l'établissement scolaire. Gabriel Attal a réagi hier, il parle de honte. Les explications de Clémence Barbier et Caroline Bell et juste après, on aura la réaction de Nicolas Doménac. Face à la détresse des parents de Nicolas, victime de harcèlement dans son lycée de Poissy, la réponse du rectorat de Versailles est sidérante. Vous avez remis en cause les fonctions et menacé d'un dépôt de plainte le personnel de direction du lycée. Reprochez sa passivité face à un supposé harcèlement. Je vous enjoins d'adopter une attitude constructive et respectueuse envers la communauté éducative. Des propos menaçants qui choquent le ministre de l'Éducation nationale. Les parents de Nicolas reprochaient à l'établissement l'absence d'actes concrets pour stopper le harcèlement que subissait leur fils. Il s'est suicidé il y a 10 jours. Ce courrier est une honte. Il faut se mettre à la place de parents qui saisissent l'institution scolaire pour aborder la détresse qui est vécue par leur enfant et qui reçoivent ce type de réponse. C'est inacceptable. Le ton employé ne surprend pas ce responsable d'une association contre le harcèlement scolaire. Mais en fait, on cherche à tout prix à ce que la famille ne cherche plus d'aide, se taise et qu'il y a un moment ou l'autre, en fait, elle reste dans le silence. Le ministre de l'Éducation nationale a convoqué demain dans son bureau tous les recteurs d'académie pour lancer un audit sur tous les cas de signalement rapportés l'an dernier. Voilà ce qu'a dit ce soir le ministre Attal au recteur. Regardez, mon rôle, votre rôle n'est pas de protéger une institution à tout prix, mais de protéger à tout prix nos élèves, nos enfants. Hugo, certains étaient tentés encore aujourd'hui de protéger d'abord l'institution ? Ah bah oui, c'est quelque chose, cette lettre, alors sur la forme, en tout cas, ce côté intimidation, c'est quelque chose de très courant qu'on rencontrait. Alors là, c'était une lettre, ça aurait pu être un entretien intimidant ou une convocation un peu bousculante, mais on voit bien qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait une volonté de la part de parents ou de victimes de porter au-delà de l'établissement scolaire une situation, il y avait derrière une réplique qui pouvait être sous plusieurs formes. Et à chaque fois, c'était une volonté de taire, en tout cas, la situation et de l'écraser au plus vite. Mais vous, quels exemples, au-delà de cet exemple de Nicolas et des parents qui ont reçu ce courrier, Nicolas, encore une fois, qui s'est suicidé juste après la rentrée, quels exemples précis vous avez de convocations un peu musclées, un peu intimidantes, de lettres de ce style-là? Bon, je me souviens d'avoir accompagné une famille qui a été convoquée jusqu'au bureau du recteur. On s'est dit, c'est super, très bonne prise en charge, etc. C'était un tribunal judiciaire. 10 personnes alignées face à une famille. Il y avait un papa et son fils, et c'était un tribunal judiciaire. Il n'y avait pas d'autre mot. Et là, on se retrouve dans une situation où, en fait, c'est pas la volonté d'aider, trouver des solutions. C'est d'écraser et de faire taire. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Et quand parfois la machine se met en branle, cela part dans toutes les directions avec encore et toujours ce problème de fausses accusations que notre société aujourd'hui est incapable de gérer correctement, que ce soit dans le secteur privé ou
comme on va le voir ici, également dans le secteur public. En pleine campagne, au milieu des bois et des vignes de Côte d'Or, c'est ici qu'Éric et sa famille se sont réfugiés il y a 1 an. Je vous accueille, on est chez un frère de ma femme. Au moins on est ensemble, la famille est réunie. Réunis ici, après une longue série d'épreuves, l'arrestation, la détention, la perte de son emploi, de son salaire et de sa maison. C'est horrible ce qui nous arrive depuis 1 an. On ne peut pas vivre avec une histoire comme ça. On est en survie. Tant qu'on est mis en examen pour le viol d'une petite de 4 ans, mais comment on peut se dire je passe ma journée comme je devrais la passer? Donc je reste suspendu, j'ai pas repris le travail. On m'a volé la vie telle que je l'avais et je pourrais pas la retrouver. Ça, c'est une certitude. Ce qui lui permet de tenir, ce sont sa femme et ses 4 enfants qui font bloc autour de lui et qui n'ont jamais douté. Pour moi, j'étais convaincue qu'il n'avait rien à voir dans l'histoire et que c'était pas notre histoire, ça ne nous concernait pas. Et je savais qu'il fallait que je tienne pour que Éric ne perde pas espoir. Après 4 mois de prison, des analyses ADN tombent. Le sperme sur les sous-vêtements de l'élève n'est pas celui de l'instituteur, mais celui d'un membre de la famille de l'enfant. Éric est relâché, placé sous contrôle judiciaire, mais 8 mois plus tard, il est toujours le seul suspect mis en examen. Son avocat, maître Claude Laurent, dénonce une erreur judiciaire. Quand on a une preuve aussi puissante, on ne peut pas rester sans rien faire. Moi, j'ai à défendre un client qui, lui, a vu sa vie broyée, accusé d'être un pédophile. Tout cela parce que il y en a un autre qui est l'auteur et qui se cache derrière lui. Et ça, c'est grave. Les parents de la petite fille, de leur côté, s'en tiennent à leur version et expliquent la présence du sperme par un simple contact entre des sous-vêtements dans un bac à linge sale. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Une institution d'ailleurs dans laquelle visiblement il ne fait plus très bon travailler. En pleine campagne, au milieu des bois et des vignes de Côte d'Or, c'est ici qu'Éric et sa famille se sont réfugiés il y a 1 an. Je vous accueille, on est chez un frère de ma femme. Au moins on est ensemble, la famille est réunie. Réunis ici, après une longue série d'épreuves, l'arrestation, la détention, la perte de son emploi, de son salaire et de sa maison. C'est horrible ce qui nous arrive depuis 1 an. On ne peut pas vivre avec une histoire comme ça. On est en survie. Tant qu'on est mis en examen pour le viol d'une petite de 4 ans, mais comment on peut se dire je passe ma journée comme je devrais la passer? Donc je reste suspendu, j'ai pas repris le travail. On m'a volé la vie telle que je l'avais et je pourrais pas la retrouver. Ça, c'est une certitude. Ce qui lui permet de tenir, ce sont sa femme et ses 4 enfants qui font bloc autour de lui et qui n'ont jamais douté. Pour moi, j'étais convaincue qu'il n'avait rien à voir dans l'histoire et que c'était pas notre histoire, ça ne nous concernait pas. Et je savais qu'il fallait que je tienne pour que Éric ne perde pas espoir. Après 4 mois de prison, des analyses ADN tombent. Le sperme sur les sous-vêtements de l'élève n'est pas celui de l'instituteur, mais celui d'un membre de la famille de l'enfant. Éric est relâché, placé sous contrôle judiciaire, mais 8 mois plus tard, il est toujours le seul suspect mis en examen. Son avocat, maître Claude Laurent, dénonce une erreur judiciaire. Quand on a une preuve aussi puissante, on ne peut pas rester sans rien faire. Moi, j'ai à défendre un client qui, lui, a vu sa vie broyée, accusé d'être un pédophile. Tout cela parce que il y en a un autre qui est l'auteur et qui se cache derrière lui. Et ça, c'est grave. Les parents de la petite fille, de leur côté, s'en tiennent à leur version et expliquent la présence du sperme par un simple contact entre des sous-vêtements dans un bac à linge sale. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors vous me direz, oui, mais quand ça va mal, il y a des services pour ça, il y a des gens qui viennent pour tout résoudre. Les autres, là, ZOTRES, qui viennent s'occuper de nos problèmes. Pour que ce soit bien clair, voilà vraiment comment ça se passe. Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille, j'interviens depuis 4 années dans les dossiers de l'enfance placée et j'ai le sang dans la bouche, comme à peu près tous ceux qui, de près ou de loin, touchent à cette matière. J'ai un couple de parents qui vivaient il y a 4 ans à Orléans. Depuis 2 ans, ils vivent à Apt, à côté d'Avignon. J'ai saisi le juge quand ils sont venus chez moi il y a plus d'1 année. Et j'ai dit, il faut transférer le dossier à Avignon pour que les parents aient des droits. En janvier de l'année dernière, de cette année, le magistrat a ordonné le transfert des enfants à Avignon. Le transfert du dossier à Avignon. Super décision, les parents sont très contents et ce d'autant plus qu'ils voyaient leurs enfants 2 fois par mois. C'est-à-dire que 2 fois par mois, ils faisaient les retours à Avignon, Orléans, pour une somme folle. Pour des sommes folles.
comme cette décision a été prise, les services sociaux d'Orléans ont cessé depuis janvier d'organiser les droits de visite, puisque maintenant ils sont transférés. Donc depuis 1 an quasiment, ils n'ont pas vu leurs enfants. Et à ce jour, 9 mois plus tard, les enfants n'ont toujours pas été envoyés à Avignon. Le dossier n'est toujours pas arrivé chez le tribunal, au tribunal pour enfants d'Avignon. Les services sociaux d'Orléans n'ont rien fait. Et mieux, ce qui est inacceptable, un des enfants a été déposé par l'aide sociale à l'enfance sans aucun avis, sans rien, sans décision, sans rien, a été déposé chez la grand-mère paternelle qui habite à Paris. Quand ça fonctionne comme ça, quand c'est plus que le bordel, quand c'est après le bordel, quand c'est du n'importe quoi, sans décision de juge, sans rien, en violation de tous les droits de tout le monde, vous pouvez gueuler et dire que les services sociaux d'Orléans sont malhonnêtes, que ce sont des gens de peu, que ce sont des immondes, et vous pouvez dire que le juge d'Orléans, pas beaucoup mieux, et que les juges d'Avignon, à qui j'écris en disant mais ouvrez le dossier, qui répondent pas. C'est ça. À quoi on a droit? Allez, encore, un deuxième. Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat au barreau de Marseille et depuis 4 ans, je me bats contre les services sociaux dans les dossiers de placement d'enfants. Je défends les parents pour que ce scandale d'État cesse. À Toulon qui est l'un des endroits en France où les services sociaux sont le plus en place, le plus placés, là où il y a le plus d'arrogance, de méchanceté, de violence. J'ai une jeune fille de 18 ans, en rupture totale de banc. Elle est contre sa famille, elle est contre tout, elle est beaucoup dans les boîtes de nuit, un petit peu toxico, pas de père, rien. Elle refuse l'enfant. Elle refuse de le voir, elle n'a pas envie d'être en foyer avec lui, elle n'a pas envie de le fréquenter, d'accord? Elle a des grands-parents aimants. Des grands-parents aimants et des parents très aimants, avec de l'argent. C'est-à-dire qu'ils proposent, ils disent, nous on peut faire face. Ils ont une villa, une maison, une piscine, ils ont tout. Ils disent depuis 1 an, placez l'enfant chez nous. Placez l'enfant chez nous, soyons-nous tiers responsables de ce nouveau-né qui a quelques mois, qui n'est plus en pouponnière. C'est important. Donc il n'y a pas des soins particuliers, rien de tout ça. Depuis 1 an, les services sociaux de Toulon refusent même de les recevoir. Ils refusent de leur parler. Ils ont appelé pendant que ces gens étaient dans mon bureau. Ils ont dit, on ne vous recevra pas, on ne travaillera pas avec vous, l'enfant ne sera pas placé chez les grands-parents maternels. Étant entendu qu'il n'y a que 2 solutions. Soit l'enfant va à l'adoption, soit l'enfant est placé chez les grands-parents. La loi, le code civil, la Convention européenne des droits de l'homme privilégie le placement dans la famille, mais pas à Toulon. Pas à Toulon. À Toulon, on a tous les viols. À Toulon, on a les agressions sexuelles qui sont planquées sous le tapis. À Toulon, on a la prostitution. À Toulon, où c'est la guerre. La guerre. Il faut aider ces gens. Il faut diffuser. Il faut dire ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible de vivre ce que nous vivons, nous, dans cette matière où on livre des gens à l'infamie des services sociaux français. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. L'enfance, source de nos préoccupations, est toujours, semble-t-il, de la préoccupation de personnes mal intentionnées, avec des réseaux, avec une délinquance systémique. Ce qui fait presque le plus peur dans cette histoire, ce sont les victimes elles-mêmes qui en parlent. Ici, monsieur Hervé Villard. D'un mot, quand vous avez entendu parler de toutes ces histoires de pédophilie dans l'église avec les prêtres, vous aviez 11 ans, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sentiment de... J'ai honte. J'ai honte. Jamais ça ne vous est arrivé, ça? Si, mais ça ne m'est pas arrivé avec des curés, ça m'est arrivé en orphelinat. Nous avions des attouchements. Même nos juges, puisque vous voulez me faire parler, je vous verrai. Même les juges pour enfants, dans les années 50, faisaient des attouchements sur les enfants dans les orphelinats. L'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, c'est connu. Il y a de grands politiques qui ont des dossiers. Ah bon? Ben, c'est pour ça qu'ils ont fait une belle carrière.
Non, vous rigolez. Bah évidemment. Vous connaissez des politiques qui n'ont pas de dossier et qui font Non, mais là, carrière, sur les attouchements avec les enfants, c'est ce qu'on appelait les balais roses à l'époque. Oui, mais ça a toujours existé, ça a toujours été... Et vous-même, vous en avez été victime, vous dites, de la part des juges ou de... Victime, oui, quand même. Bon, quand il faisait tomber son crayon, ou elle tombait, ou il ouvrait sa braguette, on se racontait ça entre nous, et puis voilà. Vous avez fait des fellations à des adultes ou des choses comme ça? Non, je ne suis pas allé jusque-là, mais on s'est laissé un peu tripoter, oui, parce qu'on avait droit à des bonbons. Enfin, c'est une image, mais c'est un peu ça, oui. Oui. Ça, c'est le monde qui va... Ça vous a pas traumatisé? Si. C'est pour ça que quand on en parle aujourd'hui, je trouve ça me fait frémir même, que ça existe encore. Vous savez, mais les orphelinats, aujourd'hui, c'est sordide. On croit que tout a évolué, tout ça, c'est sordide. Ces histoires d'abandon, d'adoption. Ce qui est terrible à votre époque, c'est des gens qui abusaient de leur autorité. Non, mais déjà, le fait de disposer de la vie d'un enfant, alors que ce n'est pas le vôtre, je trouve ça très sincèrement épouvantable. Et vous œuvrez, vous militez contre ça aujourd'hui encore, parce que vous êtes assez discret. Non, je ne suis pas un militant. Je ne suis pas un militant. S'il faut ouvrir ma gueule, je l'ouvre, mais je ne suis pas quelqu'un qui va... Je ne suis pas armé pour cela. Je ne suis pas armé. Mais tout à l'heure, suffisamment bien entouré pour ça. Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites on le savait, ça veut dire que vous avez vu vous saviez que certains responsables haut placés étaient des tripoteurs et ensuite ont fait des carrières. Mais bien entendu. J'ose pas vous demander de nom. Ah ben non, ça je vais pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités haut placées. Mais le monde politique et le monde de la justice français en est plein. Quand on a le pouvoir, on a l'impression, ceux qui vous écoutent vont vous dire divague, Hervé Villard. Non, mais bien entendu, mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. Donc ils dérivent, ils font des dérives. C'était valable dans les années 50 et aujourd'hui il y a dans certains orphelinats de France et dans certaines pensions où on appelle ça des maisons d'éducation surveillée qu'a voulu très bien l'actuel gouvernement veut essayer d'instaurer tout ça. Moi je ne crois pas que ça changera les choses. Alors pour des raisons bien compréhensibles, on va s'arrêter sur des faits et sur des enquêtes existantes, si possible en Europe, puisque nous avons une vision européenne dorénavant. Je vous ai déjà parlé cette année de problèmes qui sont apparus en Espagne, en Angleterre, aux USA et au Canada. Voici actuellement le dernier scandale, il est italien. Électrochoc, lavage de cerveau, abus sexuels, les détails de l'enquête italienne baptisée Angers Démon font froid dans le dos. Si les médias européens semblent faire l'impasse sur cette affaire, elle est suffisamment importante pour que le Premier ministre Giuseppe Conte soit amené à en parler lors de sa visite à Osaka pour le G20, estimant que si elles sont confirmées, les accusations sont effrayantes et choquantes. Des déclarations qui faisaient écho à l'arrestation le 27 juin dernier de 18 personnes. Parmi celles-ci, des médecins, mais aussi 3 politiques du Parti démocrate, issus du rapprochement entre les communistes et les démocrates chrétiens. L'affaire comporte plusieurs volets. D'abord, un aspect strictement financier dans lequel Andrea Carletti, le maire démocrate de Bibbiano, la ville entre Milan et Bologne où l'essentiel du scandale se serait déroulé, est accusé d'abus de pouvoir et de biens sociaux. Il aurait en effet favorisé l'installation de 3 thérapeutes du centre d'études privées Hansel et Gretel dans une structure publique, engendrant donc un surcoût pour l'État. Mais au-delà des deniers publics, la fonction des 3 psychothérapeutes concernés a de quoi sidérer. En effet, leur travail consistait à manipuler des enfants pour les faire retirer à leur famille biologique. Pour ce faire, les dessins des mineurs réalisés pendant des entretiens auraient été modifiés pour y ajouter des connotations sexuelles et jeter des suspicions d'abus dans les familles. Les médecins se seraient également déguisés pour effrayer les enfants pendant les auditions. Encore plus troublant, les enfants auraient été soumis à des électrochocs dont la machine était présentée comme une machine à souvenirs. Une technique de manipulation mentale visant à créer de faux souvenirs d'abus sexuels, là encore dans le but d'argumenter le retrait des enfants de leur famille biologique. Des techniques tout bonnement hallucinantes quand on sait que plusieurs familles d'accueil sont précisément accusées d'abus sexuels sur les enfants placés. De là à penser qu'un véritable réseau pédocriminel se cache derrière l'affaire, il n'y a qu'un pas. Et le stratagème est d'autant plus terrible que le centre social était présenté comme un modèle de sauvegarde pour les mineurs avec des méthodes alternatives et innovantes. Le procédé était visiblement très bien rodé puisque le nombre de mineurs placés par les services sociaux du Val d'Enza depuis 2016 a littéralement explosé.
Dans ce cadre, la responsable, Federica Aguinolfi, célèbre militante LGBT en Italie, aurait facilité l'adoption des enfants concernés par des couples lesbiens, à l'instar de sa compagne Fadia Basmagi. Une enquête a d'ailleurs révélé que la petite fille adoptée avait notamment l'interdiction de lâcher ses cheveux pour ne pas attirer les hommes. Au-delà de cette affaire précise, le ministre de l'Intérieur italien, Matteo Salvini, a réclamé l'ouverture d'une commission d'enquête sur les maisons d'accueil. Il est vrai que l'affaire jette un pavé dans la mare et rappelle le scandale français de 1982, l'affaire du Coral, du nom d'un centre qui accueillait des jeunes en difficulté ou handicapés. Ces jeunes auraient ensuite subi des abus sexuels et des personnalités médiatiques et politiques étaient dans le viseur. Une résonance inquiétante avec l'affaire italienne, d'autant plus que des accusations d'abus sexuels dans les familles d'adoptants ont été lancées. Parmi les suspects, on retrouve notamment un gérant de sex shop et plusieurs personnalités psychologiquement perturbées. L'enquête Angers-Démon est ouverte depuis 2018 et promet donc son lot de révélations sidérantes. De quoi donner du grain à moudre à ce que certains appellent complotisme. À plus forte raison si l'affaire continue d'être étouffée ainsi. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Nous pourrions continuer longtemps comme ceci avec, par exemple, l'intrusion, les tentatives d'intrusion de la théorie du genre dans l'école qui sont réelles d'un côté et en même temps qui sont démenties de l'autre. Tout dépend de quel interlocuteur on a. Le traitement réservé aux handicapés. Il faut savoir par exemple qu'une personne sourde dans un tribunal, il n'y a pas un interpréteur de langage des signes, donc elle ne peut rien dire à cette personne et elle découvre lors du jugement ce qui s'est passé sans avoir pu s'exprimer durant les débats. C'est absolument scandaleux. D'ailleurs, ce qui se passe avec les handicapés de notre pays de manière générale est totalement scandaleux. Nous noterons quand même que la voix de la raison semble parfois émerger, et notamment des rapports comme celui de l'America First Policy Institute disent que les enfants issus de foyers sans père sont les plus touchés par les problèmes de santé mentale et de comportement, ce qui prolonge bien ce que nos intervenants nous ont dit ici. Un enfant est un triptyque qui a besoin qu'on lui garantisse l'accès à ses deux parents, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs confirmé par le pédopsychiatre Antoine Guédenet, qui vient d'écrire un ouvrage « Parentalité, un homme peut être maternant et se débrouiller aussi bien qu'une mère ». Une fois passés les besoins physiologiques, en fait, le père a son rôle dans la tendre enfance. Surtout que l'étude de la société montre qu'il y a de plus en plus de papapoules. Et donc, discrimination de genre en contradiction avec l'article 1 de la Constitution garantissant l'égalité homme-femme devant la loi. Donc, honte à nos tribunaux, ainsi qu'aux habitudes désuètes de nos intervenants, dysfonctionnement en masse des services sociaux, problème des administrations en charge des enfants, que ce soit les établissements scolaires, l'éducation nationale ou l'encadrement de ceux-ci, présence de prédateurs trop nombreux dans l'environnement, utilisation de dénonciations calomnieuses et fausses accusations pour nuire pour le simple plaisir de nuire, c'est quand même trop le boxon et il va falloir s'unir, agir. C'est donc pour cela que je vous annonce que je rejoins la liste aux européennes de Gaël Coste-Meunier, les droits de l'enfant, dont nous aurons l'occasion de parler ultérieurement. Le dernier mot aujourd'hui reviendra à Robert Lamoureux, parce que parfois, un peu de petit bon sens commun, oui, le simple bon sens commun, eh bien très souvent c'est suffisant. Voilà, pour la nouvelle année, évidemment, moi qui ai une nombreuse famille, il a fallu que je distribue des jouets. Et à propos des enfants, je me souviens qu'un jour on m'a dit, mais vous qui avez des enfants, est-ce que vous leur dites, enfin je parle pour mon aîné qui va sur ses 15 ans maintenant, et je l'ai eu très jeune, et... Non mais je dis ça parce que quand il faut sauver la face. Alors, on m'a dit, mais est-ce que vous avez pris un jour votre garçon à part pour lui dire, dis donc, voilà mon vieux, comment que ça se passe, les choux, tout ça... Alors, ça m'était difficile de répondre autrement qu'en vers, alors j'ai écrit 8 petits vers que je vais vous dire, ça fait comme ça, si vous avez des garçons de 15 ans, je vais vous donner mon adresse et je vous enverrai la brochure. Voilà. Le rosier ne sait pas comment se font les roses. La lionne a des lionceaux sans avoir rien appris. Aimer, se reproduire est dans l'ordre des choses, moi-même je l'ai su, sans qu'on m'en ait rien dit. Laissez donc la nature expliquer ses mystères. Laissez vos enfants croire aux enfants dans les choux. Ils seront en leur temps ce qu'il convient de faire et ce qu'ils devront faire, ils le feront. Sans vous. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.